Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sémiose, collection fondée et dirigée par Bernard Darras et Denis Bertrand. La collection Sémiose est une production du réseau de recherche GPS, Grand Paris Sémiotique, dont le slogan est « Se repérer dans le monde du sens ». La sémiose désigne tout événement de sens, son surgissement, ses effets et leurs conséquences, mais aussi son interprétation et les conditions de son analyse par les théories et méthodes sémiotiques. La collection a 3 grandes caractéristiques: théorique, opérationnelle, relationnelle. Théorique, elle se veut le lieu de rencontre des 2 grands paradigmes de la sémiotique, saussurienne fondée sur la différence signifiante, persienne fondée sur le pragmatisme. Opérationnelle, elle entend mettre à l'épreuve, questionner et si possible réinventer ses outils d'analyse sur des objets d'actualité brûlants et suscitant le doute et la controverse. Relationnelle, elle est orientée prioritairement vers le public des jeunes chercheurs en sémiotique, à partir d'un réseau doctoral ouvert fédérant les sémioticiens de 5 universités d'Île-de-France. Elle associe dans ses ouvrages collectifs ou individuels des chercheurs chevronnés et des docteurs et doctorants, à la fois auteurs et lecteurs. Introduction. Juan Alonso Aldama, Université de Paris. Flore Dissullo, Université Paris 2 Panthéon-Assas. Se repérer dans le monde du sens. Tel est le mot d'ordre que se donne le Grand Paris Sémiotique, RDGPS, Réseau doctoral francilien de sémiotique. Si le doute cartésien peut toujours nous guider, gageons donc que les sémioticiens et sémioticiennes puissent être là, sinon pour nous guider, du moins pour nous orienter, comme un guide déségaré à l'usage du contemporain. Ce slogan, si on peut l'appeler ainsi, désigne une ambition portée par les paroles de Bernard Darras et Denis Bertrand qui se demandent « Comment faire du sens avec ce qui nous échappe ?» Cette interrogation d'allure pour le moins aporétique, et les problématiques qui la sous-tendent, constitue le défi lancé par le GPS à l'initiative du colloque dont ce volume porte la trace. Ce défi prend l'allure d'un récit, celui d'un franchissement du Rubicon sous forme de transgression épistémique. Réunir les sémiotiques, conjuguer les approches structuralistes et pragmatistes, c'est aussi conjurer la partition parfois trop hermétique entre les sciences sociales et au-delà, entre les sciences sociales et les sciences naturelles dont la distinction n'a plus beaucoup de sens depuis la découverte que les humains sont devenus une force géologique. Une anecdote est à l'origine de ces échanges qui datent d'octobre 2018. Celle-ci, souvent rapportée, a fait l'objet de multiples variations dans sa transcription. Nous nous en tiendrons à celle qu'en propose l'historien François Dausse dans son Histoire du structuralisme, Dausse, 1992. À l'occasion d'une conférence de Michel Foucault à la Société française de philosophie en 1969, le philosophe Lucien Goldman apostropha Jacques Lacan pour lui dire « Vous avez vu en 68 vos structures. Ce sont les gens qui étaient dans la rue. » Et Lacan lui aurait rétorqué « S'il y a quelque chose que démontrent les événements de mai, c'est précisément la descente dans la rue des structures. » En effet, mai 68, malgré ses paradoxes, aura assuré le succès du structuralisme. L'un des points de convergence entre les universitaires et les étudiants était une volonté commune de s'attaquer à la Sorbonne pour valoriser ce que défendrait la nouvelle université de Vincennes, de contester la place accordée aux humanités classiques et la hiérarchisation entre les disciplines. Dans cet échange entre Goldman et Lacan, ce qui est en jeu, c'est la position du structuraliste lui-même. Mai 68 cristallise en effet les débats autour de la figure de l'intellectuel engagé, que l'on pourrait comprendre comme « celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ». François Dausse constate ainsi que mai 68 constitue un ébranlement pour l'édifice structuraliste, Dausse, 1992, page 138. Dans ce contexte, Lévi-Strauss exprime une vive déception, c'est fini. Tout projet scientifique est remis pour 20 ans, Lévi-Strauss y bide. Dausse souligne que Greimas n'est pas sans partager cette déception. Je ne sais pas comment j'ai pu supporter mon propre séminaire, car faire un projet scientifique semblait dérisoire devant des gens qui exerçaient un terrorisme de la parole pour expliquer que tout est idéologique. Greimas in Dausse y bide, page 139. Mais il y a bien davantage à lire dans cette anecdote. En effet, le cœur de cette discussion semble concerner la définition de ce qu'est, et plus encore de ce que peut la sémiotique. De cette boutade donc, que retenir ?
C'est finalement deux manières d'envisager la sémiotique qui se dessinent, et de fait deux considérations de l'engagement qui sont mises au jour. Ces deux grandes voies, empruntant à Alrirdas Julien Grémas pour l'une et à Charles Sanders Peirce pour l'autre, sont ainsi résumées par Denis Bertrand et Bernard Darras. L'une et l'autre définissent et développent des modèles, binaires pour l'une, triadiques pour l'autre. Elles ont des concepts fétiches qui ont fait leur renommée. Structure, carré sémiotique, parcours génératif d'un côté, priméité, secondéité, tiercéité, icône, indice, symbole, métabolisme de la pensée, signifiant, signifié de l'autre. Bertrand et Darras, 2021 Infra. Ces deux voies, ces deux grandes manières d'envisager la sémiotique pourraient sembler à première vue inconciliables. D'une part, on étudie les structures, les formes textuelles, et l'immanence est le maître mot. De l'autre, on étudie davantage le poids des contextes, des interprétants sur ces mêmes structures. Au-delà des différentes pratiques de la sémiotique, ce sont la littérature, les sciences du langage, les sciences de l'information et de la communication, entre autres, qui se rencontrent dans les pages qui suivent. Nous ne saurions ici trop insister sur les pistes déjà fertiles proposées le dossier. Sémiotique et engagement, coordonné par Eric Landowski et publié en 2017 dans les Actes sémiotiques. Partant de ce prédicat d'une réconciliation et d'une ouverture des perspectives épistémologiques, cet ouvrage est structuré selon trois axes qui entendent mettre en lumière les questions qui traversent les différentes contributions. Ces trois axes fonctionnent comme trois interprétations possibles de ce qui devient le mot d'ordre du livre. L'engagement ou plutôt les engagements. L'engagement s'entend dans l'ensemble des textes comme une volonté, sinon une détermination du chercheur ou de la chercheuse à être présent physiquement aux côtés, voire dans son objet de recherche. L'engagement est donc avant tout littéral, compris comme l'ambition de mettre une part de soi-même, de ses affects, de ses propres orientations dans la manière d'aborder un objet de recherche et de le construire en tant que tel. En outre, l'engagement tel qu'il est théorisé ici leste de manière inextricable avec un autre concept qui devient son corollaire, celui d'implication. L'implication signifie que cet engagement doit se comprendre sur le temps long, et de manière holistique. L'implicatif, en sémiotique tensive, fait aussi référence à l'un des régimes du syntagmatique, celui qui gère le devenir et le prévisible narratif et donc la suite logique des conséquences d'une action et qui s'oppose au régime concessif, responsable de l'inattendu du discours. C'est l'ensemble d'un projet épistémologique qui est proposé par les chercheurs et chercheuses qui contribuent à cet ouvrage. Si nous choisissons de parler d'engagement au pluriel, c'est qu'à ce point de départ commun correspondent également quelques bifurcations. L'engagement est une nécessité pour Yvan Darrow-Harris, une préconisation pour Pauline Delahaye, une envie difficile à appréhender pour Camille Cazalet, un désir impérieux pour Denis Bertrand et Bernard Darras. Il y a dans cet ouvrage autant d'acceptions de l'engagement que de voies pour s'en saisir. Plusieurs voies s'ouvrent donc, que nous nous proposons d'éclairer avant de laisser la parole aux contributeurs et contributrices de l'ouvrage. Engagement politique, du recul au plongeon dans les structures. Qui et quoi descend dans la rue? L'échange anecdotique entre Jacques Lacan et Lucien Goldman est ici pris à la lettre, comme une énigme à déchiffrer, un leitmotiv à décliner. Que sont les structures? Qui descend ou ne descend pas dans la rue? De quel territoire métaphorique la rue peut-elle être le nom? Nous citerons notamment cette belle phrase de Michel Costantini dans son texte « Rue et structure, note historique sur l'engagement du sémioticien ». Ce qui descend dans la rue, autrement dit, ce sont des énoncés en actes, des produits d'une énonciation réalisée. Ce sont des énonciations d'acteurs définis, homogènes ou hétérogènes, voire hétéroclites. Costantini 2021, Infra. Suivent deux textes qui sont à lire d'un seul tenant. Après avoir exposé les deux grandes voies de la sémiotique, Denis Bertrand dans son texte « Immanence et engagement. La sémiotique face à l'écriture inclusive » et Bernard Darras « Séduire, importuner, harceler. Enquête sémiotique pragmatiste sur les métabolismes de la signification » mettent respectivement en pratique ce prédicat de conciliation. Se répondant l'un l'autre, non sans humour, ils tirent le même fil rouge, celui d'une sémiotique appliquée, affairée à explorer des questions d'une prégnante actualité. Cette section se conclut par la contribution de Juan Alonso, du désengagement à la défection,
processus sémiotique de désagrégation actentielle, qui choisit le contre-pied de l'engagement, interrogeant non pas ses conditions de possibilité sémiotique, mais cherchant une définition par son contraire, abordant le problème par la négative, prenant le parti de le penser à rebours pour mieux appréhender ce qui constitue le fondement qui structure l'engagement. Engagements épistémologiques. Pour les croisements disciplinaires. Dans cette seconde section, c'est l'engagement scientifique qui est problématisé. Les approches sémiotiques y donnent au bricolage lévi-straussien tout son sens. Le bricolage méthodologique, la volonté de faire avec ce que l'on a sous la main, de faire sens à partir de l'empirisme est un point de départ assumé pour inciter le lecteur à une ouverture salvatrice des cadres théoriques de la sémiotique. Ce sont non seulement ces différentes approches qui se croisent, c'est aussi la sémiotique qui vient rencontrer d'autres disciplines, entrer en collision avec elles. Fait important à souligner ici, ces autres disciplines ne sont pas celles que l'on pourrait imaginer. En effet, rien d'exceptionnel a priori, dans le fait de vouloir associer la sémiotique à la sociologie, à l'histoire, à l'analyse littéraire ou à la philosophie, comme nous l'évoquions en ouverture de ce texte. Or les rencontres proposées dans cet ouvrage sont bien plus intrigantes. C'est la rencontre de la sémiotique avec les Cultural Studies pour Veronica Estestange et Raphaël Orein, qui tentent dans leur texte, reculer pour mieux s'engager. Sémiotique et Cultural Studies, de combler le fossé qui sépare bien souvent l'université française, héritière du structuralisme académique, des studies américaines prônant un décloisonnement. Ces premières réflexions permettent à Veronica Estestange de poursuivre son questionnement sur le rôle de la subjectivité dans les memory studies, sémiotique, sémiozétique, les zones brûlantes de la mémoire. Soulignant la difficulté à démêler histoire familiale et nationale lorsque le parcours biographique les fait converger. C'est le croisement de la sémiotique avec l'éthologie qui, pour Pauline Delahaye, contribue à la branche de la zoosémiotique en alertant habilement sur les dangers à ne pas se sentir impérieusement concerné par la défense des espèces animales en voie de disparition. Évoquant la mémoire de Diane Fossey et Jane Goodall, deux primatologues dont les recherches sont encore aujourd'hui des enquêtes pionnières pour l'étude des grands singes, l'auteur rappelle que la fin de la distance dans les études animales est non seulement salvatrice mais relève également d'une urgence climatique à l'échelle mondiale. C'est enfin une rencontre au départ inattendue qui est narrée par Yvan Darrow, revenant sur sa carrière dans le domaine psychomédical. Dans son texte « S'engager en sémiotique, un défi à relever », il évoque le développement de cette discipline nouvelle qu'il a grandement contribué à constituer, la psychosémiotique. Il définit de manière rétrospective son projet de la manière suivante. Dans le cas donc de la psychosémiotique, il fallut se confronter à la psychologie, la psychanalyse, la psychopathologie, la psychiatrie. Puis, quand notre projet s'étendit à l'éthosémiotique, à l'ethnologie et la sociologie. Darrow 2021, Infra. L'engagement ici proposé au lecteur est incarné, variant selon le positionnement du chercheur, positionnement qui s'exprime grâce au lieu où celui-ci s'aventure, se risque, en dehors de l'université, cette tour d'ivoire où s'isolerait, dit-on, le chercheur en sciences humaines ou sociales. En effet, les terrains sont ici à entendre en un sens très littéral, le lieu que l'on pratique et le lieu d'où l'on parle. Engagement et créativité. Cette troisième et dernière section est la plus brève de l'ouvrage, mais aussi celle qui apporte le plus de contrepoints et de points de fuite. Loin d'une approche ontologique de l'œuvre, la sémiotique telle qu'elle est ici pratiquée engage à mettre au jour les effets de sens, les valeurs mobilisées dans le processus de création d'une part, dans le processus d'interprétation de l'autre. La réception de l'œuvre en effet est loin d'être un processus passif. De même que le créateur pense son public, chaque individu projette une part de lui-même, de ses affects, des constructions sociales et de l'imaginaire collectif dans lequel il prend place en tant que citoyen. Les trois chercheuses qui interviennent dans cette section interrogent la création selon trois médiums différents. La danse pour Camille Cazalet, d'une rupture de la croyance à une enquête ethnographique, retour épistémologique sur les modalités de production d'une recherche. Le jeu vidéo pour Frédéric Kroupa, sémiotique pragmatique et stéréotypes de genre dans les TIC. Le design graphique pour Daniela Brizolara, design et sémiotique, engagement politique et valeurs pédagogiques. En dépit de cette différence des objets, une même volonté motive leur écriture,
dévoiler le fonctionnement des stéréotypes associés au corps, des constructions sociales assignant une place spécifique à l'individu dans le corps social. C'est le corps du danseur et les blessures auxquelles il s'expose pour la première, le corps féminin en représentation dans le jeu vidéo et en action dans ce même champ professionnel pour la deuxième, les subversions graphiques et typographiques mises au service d'un progrès social et sanitaire dans un contexte politique délétère pour la troisième. Nous retiendrons notamment ces quelques mots de Daniela Brizolara, qui insiste sur le rôle politique du designer graphique lorsqu'il s'engage à cristalliser matériellement des valeurs partagées, pour les diffuser ou à l'inverse les faire changer. La sémiotique pragmatique dans l'enseignement du design peut aider à comprendre comment les habitudes et les croyances sont produites, comment les valeurs et les perceptions sont établies et comment ces processus peuvent légitimer de nouvelles formes de compréhension et de nouveaux objets sociaux. Cela détermine également la compréhension du monde et l'engagement politique du designer. Brizolara, 2021 Infra. Dans chacune de ses contributions, la sémiotique permet de mettre en exergue le système de sens dont ces représentations sont le fruit, permettant ainsi de les contextualiser, de les placer dans un ensemble de significations. Après ce tour d'horizon des contributions de l'ouvrage, nous souhaiterions pointer quelques-unes des grandes questions qui le traversent, ou plutôt des questions qu'il pose, et posera, espérons-le, à ses futurs lecteurs et lectrices. Je est une autre sémiotique. Un grand nombre des textes de ce livre sont écrits à la première personne du singulier. Or, l'écriture académique a davantage tendance à privilégier des formes d'expression plus neutres, le on et le nous de majesté. Un tel choix est censé porter une voix prudente, instigant d'emblée une distance vis-à-vis de l'objet étudié. L'évidence de cette pratique mérite pourtant d'être remise en question. Claude Lévi-Strauss propose sur ce point de belles lignes quant à ce que peut signifier le jeu dans l'écriture scientifique. S'il parle de son point de vue d'ethnologue, ces mots résonnent, nous semble-t-il, avec la position assumée des sémioticiens et sémioticiennes qui s'expriment ici. Selon lui, il n'y a que ce moi, dont il le chercheur, ici l'ethnologue dispose encore, pour lui permettre de survivre et de faire sa recherche, mais un moi physiquement et moralement meurtri par la fatigue, la faim, l'inconfort, le heurt des habitudes acquises. Dans cette conjoncture étrange, il est perclus et estropié par tous les chaos d'une histoire personnelle responsable au départ de sa vocation, mais qui de plus affectera désormais son discours. Dans l'expérience ethnographique par conséquent, l'observateur se saisit comme son propre instrument d'observation. De toute évidence, il lui faut apprendre à se connaître, à obtenir d'un soi, qui se révèle comme autre au moi qu'il étudie, une évaluation qui deviendra partie intégrante de l'observation d'autre soi. Lévi-Strauss, 1962, pages 47 à 48. Le recours au jeu n'est ainsi pas qu'un détail. Ce choix grammatical signale une démarche heuristique. Le remarquer permet de souligner combien les points de vue énoncés ici sont pluriels et diversifiés, mais sont surtout situés. Situés dans un contexte théorique, situés dans une époque, et situés dans une sensibilité. Les contributions qui suivent le montrent très bien. Un savoir sémiotique ne saurait prendre sens qu'interrogé dans ses frictions, ses affrontements, ses accointances avec certains corpus, des problématiques et des références théoriques, mais plus encore avec la subjectivité de celui qui parle, le sémioticien lui-même, la sémioticienne elle-même. Point de parole sans voix, point de pratique sémiotique sans ancrage subjectif et déictique. La sémiotique en actualité, des sujets brûlants. Toute sémiotique n'est-elle pas politique ? Les propositions de cet ouvrage ont également en commun d'aborder des sujets brûlants. Véronica Estet évoque les zones brûlantes de la mémoire, Denis Bertrand une brûlante actualité théorique. Brûlant est à prendre ici dans un double sens. D'une part est connoté le chaud, renvoyant à une impérieuse actualité, à chaud, une coprésence de l'événement et du discours venant le commenter, de l'autre, ce qui est dangereux, dont on n'ose pas s'approcher. Les sujets brûlants qui traversent cet ouvrage sont nombreux. La diffusion pernicieuse de la culture du viol dans un spot publicitaire, la soumission des femmes aux injonctions patriarcales dès leur jeu d'enfance, la mémoire des victimes d'une dictature, l'impératif à réguler les campagnes de prévention contre les maladies infectieuses, l'urgence climatique. Autant de cas que les auteurs ne se contentent pas d'aborder, ils s'en saisissent, parfois les agrippent littéralement. La sémiotique qui se déploie dans ces pages est donc éminemment politique.
Les structures sont ici partout, dans la rue, sur le terrain, dans l'écriture. Les recherches sont ainsi engagées dans des perspectives fécondes. Le spectre de la neutralité axiologique. Les contributeurs et contributrices sont nombreux à utiliser des termes mettant en jeu l'espace, qui sollicitent des territoires épistémologiques autant qu'ils interrogent la place et la mobilité potentielle du chercheur. On en évoquera ici quelques-uns. La distance imposée au début de l'éthologie gêne de plus en plus les chercheurs. Delahaye 2021 infra. L'éthos du sémioticien ne repose-t-il pas sur cette attitude paradoxale qui consiste à créer une dialectique entre l'engagement et le recul, s'engager pour mieux reculer, et reculer pour mieux s'engager? Estey et Orein 2021 infra. Ces choix lexicaux soulèvent la question du topo, sorte de ritournelle des sciences sociales déjà largement débattue, celle de savoir si dans la pratique des sciences humaines et sociales, et à plus forte raison dans celle de la sémiotique, il est possible de s'en tenir à la stricte description des choses, sans jamais prendre parti dans les conflits éthiques, politiques, sociaux de la cité. Est-il envisageable de ne pas prendre position face aux questions posées par ces conflits? Max Weber répond négativement par le terme de neutralité axiologique, vers Fayette. Il préconise une démarche où le savant, celui qui cherche, est libre de toute passion partisane. Détaché de son objet de recherche, il en est dans le même temps émancipé, ne risque pas l'influence ni la surdétermination. Mais Pierre Bourdieu, notamment, remet très vivement en question cette position. Il y a dans la tête de la plupart des gens cultivés, surtout en sciences sociales, une dichotomie qui me paraît tout à fait funeste entre scholarship et commitment, entre ceux qui se consacrent au travail scientifique, qui est fait selon des méthodes savantes à l'intention d'autres savants, et ceux qui s'engagent et portent au dehors leur savoir. Il faut, pour être un vrai savant engagé, légitimement engagé, engager un savoir. Et ce savoir ne s'acquiert que dans le travail savant, soumis aux règles de la communauté savante. Bourdieu 2002. L'idéal du chercheur dessiné par Bourdieu est donc un chercheur qui ne se laisse pas déborder par ses passions, et qui dans le même temps n'oublie pas que ses investigations se font dans, par, et pour la cité. Ce qui est alors questionné, c'est la prise de distance ou toute autre métaphore que l'on puisse utiliser comme image du geste méta-herméneutique. Qui parle, comme et de quel point de vue? Permettons-nous une digression. Pour le peintre américain Ad Reinhardt, la sculpture est ce dans quoi on bute quand on se recule pour regarder la peinture. Ce mot d'esprit bien connu a été repris par le théoricien de l'art et conservateur au MNAM Jean-Pierre Criqui, pour qui l'histoire de l'art, c'est ce que l'on rencontre lorsqu'on se recule pour faire de la critique. Criqui 2002. Pour faire surgir une pratique, le recul est indispensable, mais ce mouvement entraîne une collision, la friction avec d'autres pratiques. Suivant cette logique, plus on s'écarte, plus on se cogne et plus le point de vue adopté pourra se voir enrichi par celui des autres disciplines auxquelles on aura été ainsi brutalement confronté. La notion de terrain, si elle ne dit jamais vraiment son nom, est ainsi partout dans l'ouvrage. Centrale en ethnologie et en anthropologie, le terrain est également, on le dit moins souvent, tout aussi central en sémiotique, dès lors que le chercheur choisit précisément de se saisir parfois littéralement de son corpus. Camille Cazalet, qui étudie la blessure en danse, est elle-même danseuse. Yvan Daro-Harris parle de sa propre expérience dans le milieu pédiatrique. Véronica Estey évoque son histoire familiale dichotomique, héritière à la fois des bourreaux et des martyrs de la dictature chilienne. Ces notions de recul ou de distance sont ainsi essentielles pour les chercheurs et chercheuses qui s'expriment ici. Sémiotique et engagement, substantif contre adjectif. L'engagement tel qu'il est questionné dans cet ouvrage ne se comprend guère comme un adjectif, une sorte de label d'activité qui distinguerait celui qui fait de celui qui se dérobe. Il n'y a pas, semble-t-il, d'art engagé, de savoir engagé, de sémiotique engagée. Davantage, l'engagement en tant que substantif désigne une topographie, une situation de soi dans le monde, vis-à-vis de nos pratiques, de nos épistémologies. On est donc toujours engagé, mais selon différentes modalités, différents cheminements. Nous pourrions dire que toute activité de recherche, sémiotique ou autre, est forcément engagée car elle porte toujours en elle, ou devrait idéalement le faire, les marques de l'énonciation scientifique qui la construit, que ce soit sous la forme du sujet qu'il assume par le jeu, de son écriture ou que ce soit sous la forme de l'explicitation,
elle met en fonctionnement dans sa pratique. Nous conclurons donc en bouclant une boucle. Si la sémiotique permet de se repérer dans le monde du sens, elle est toujours et déjà dans le monde. L'engagement apparaît ainsi au cœur du projet sémiotique, quelle que soit la géographie des explorations menées. Le Rubicon est sans hésitation franchi, et du pont jeté entre les sémiotiques au jeu largement revendiqué, cet ouvrage, comme les voix des chercheurs et chercheuses qu'il rassemble et dont il se fait l'écho, comprend la recherche et son engagement comme deux dimensions enchevêtrées. Références bibliographiques. Bourdieu P. Pour un savoir engagé, une intervention 1961-2001. Sciences sociales et action politique, Marseille, Agone 2002. Criqui J.P. Réponse à une enquête sur la critique d'art, in Journal du Centre national de la photographie, numéro 16, février 2002. Docef, Histoire du structuralisme. Tome 2, Le Chant du cygne, 1967 à nos jours, 1992, Paris, La Découverte, Col. Poche, 2012. Lévi-Strauss C., Anthropologie structurale, Paris, Plomb, 1962. Sémiotique et sujets brûlants. Denis Bertrand, professeur, Université Paris 8. Bernard Darras, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cet ouvrage collectif est né d'un débat entre sémioticiens et sémioticiennes de l'association interuniversitaire Grand Paris Sémiotique qui rassemble une quarantaine de directeurs et directrices de recherche, de docteurs ES et de doctorants ES issus de 5 universités parisiennes. Alors que la vie politique française était particulièrement agitée par divers mouvements sociaux entre 2018 et 2019, époque où le GPS réfléchissait à la problématique de l'engagement, une première interrogation portait sur l'actualité ou non du célèbre slogan accusateur du structuralisme en mai 68, tel qu'il est resté en mémoire, « Les structures ne descendent pas dans la rue ». Après 50 ans de réflexion et de transformation du structuralisme, cet énoncé provocateur était-il toujours d'actualité ? En complément de cette interrogation qui datait déjà de plus d'un demi-siècle, une seconde piste plus immédiatement contemporaine fut ouverte. Elle interrogeait directement la possibilité ou la nécessité de l'implication et de l'engagement des sémioticiens et sémioticiennes dans le choix et dans l'étude de sujets brûlants. Les réflexions autour de ces deux pistes ont marqué cet ouvrage de leur empreinte. Comment faire du sens avec ce qui nous échappe ? Comment ne pas adopter une position théorique et pratique face à la vague montante du non-sens et de l'insensé ? Comment se taire et ne pas engager ces outils théoriques et pratiques quand les violences faites au sens prolifèrent ? Quel peut être le rôle du professionnel du sens et de la signification que sont les sémioticiens, confrontés aux sujets brûlants et aux catastrophes qui s'annoncent ? Autant la première approche était marquée par l'héritage structuraliste de Ferdinand de Saussure et d'Alrir das J. Greimas, autant la seconde relevait de l'approche pragmatiste de Charles Peirce. Bien que les fondements épistémologiques et scientifiques des deux sémiotiques soient différents, linguistique et littéraire pour la sémiotique structuraliste, logique et pansémiotique pour l'approche pragmatiste, elles sont toutes deux des théories de la distanciation objectivante. Elles ont une visée scientifique pour décrire, expliquer et mieux comprendre comment fonctionnent les expériences, les événements, les signes, les sémioses et les processus signifiants. L'une et l'autre définissent des concepts et développent des modèles, binaires pour l'une, triadiques pour l'autre. Elles ont des concepts fétiches qui ont fait leur renommée, signifiant signifié, structure, carré sémiotique, parcours génératif d'un côté, priméité, secondéité, tiercéité, icône, indice, symbole, métabolisme de la pensée de l'autre. La sémiotique de Peirce accompagne la dynamique des signes et des significations jusqu'à leurs effets, leurs conséquences et leurs mutations ad infinitum. Elle offre aussi le cadre scientifique du déploiement des inférences logiques qui soutiennent toute recherche, de l'abduction, pressentiment d'une régularité qui préside à la formation des hypothèses de recherche, à l'expérimentation par induction ou l'application des lois et théories de la déduction. Du côté de Greimas, la dynamique est déterminée par l'imprégnation profonde des structures narratives au cœur de tout discours qui, avec leur charpente modale, assurent le partage minimal de l'intelligibilité. Dans les deux cas, les sémioticiens et sémioticiennes conceptualisent, modélisent, élaborent des propositions falsifiables,
vérifient la cohérence à travers l'interdéfinition des concepts, comparent, déconstruisent et construisent des outils, des protocoles et des théories. Que la démarche soit persienne ou grémassienne, c'est le monde du sens qui est l'objet d'étude de ces sémiotiques, et inévitablement ce sont des chercheuses et des chercheurs qui sont les sujets intervenant volontairement et en conscience ou à leur corps défendant. Cette implication et cet engagement ne contredisent-ils pas la visée théorique et sa présupposition de recul et de détachement objectivant, face au foisonnement et au surgissement du réel, et ses interactions avec tous les plans de l'être sensible, émotionnel et rationnel ? Et ceci que le réel se manifeste sous une forme anodine ou sous la forme de sujets brûlants, la dégradation de l'espérance de vie de l'humanité sur la planète, la montée des populismes et nationalismes, la prolifération des mensonges des fake news et deepfakes, la déconstruction des discours dominants par les discours et récits minoritaires, etc. Est-ce que cette distance scientifiquement justifiée n'a pas aussi des comptes à rendre au réel ? Est-ce que la quête de la certitude n'obère pas la recherche en action avec ses hésitations, ses erreurs et ses objectifs de vérité, de calcul et stratégies véridictoires des grémassiens ou de provisoirement vrais des pragmatistes ? Est-ce que la question de la valeur, rapportée à l'assomption d'un sujet, n'est pas absolument transversale à tous les objets d'étude ? C'est à cette tension particulière entre recul, distance, contact et immersion, mais aussi action et changement que nous avons essayé de réfléchir. Distance, contact, immersion et recul, un petit carré sémiotique qui avait permis à Jean-Marie Floch et Denis Bertrand il y a longtemps d'analyser à bonne distance les formes d'expression médiatique. C'est ce double bind d'un genre particulier, soit distancié dans l'engagement, soit engagé dans la distance, que nous tentons de démêler dans cet ouvrage qui s'est donné 4 grands objectifs. Confronter l'expansion politique du non-sens aux théories du sens. Aborder la question de l'engagement et de la distanciation face aux sujets brûlants. Échanger entre des paradigmes sémiotiques séculaires et distants l'un de l'autre, saussuriens, persiens, qui se parlent peu mais que nous tentons de rapprocher. Interroger la sémiotique comme discipline. Comment pense-t-elle sa diversité épistémologique, théorique et opérationnelle ? Dans quel chemin et comment s'engage-t-elle, de ces mêmes différents du verbe s'engager ? Avec cet ouvrage, c'est un chantier qui s'ouvre. Partie 1. Engagement politique, du recul au plongeon dans les structures. Rue et structure. Note historique sur l'engagement du sémioticien. Michel Costantini, professeur émérite de sémiotique des arts et de la littérature à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Certes, les structures ne descendent pas dans la rue et c'est heureux selon nous, car le contraire signifierait que ce ne sont pas des structures. Ce que l'on trouve dans la rue ne peut être qu'une réalisation, une entrée dans le réel de la structure, en vérité d'un enchevêtrement compliqué et évolutif de structures. Car il est indiscutable que l'histoire clôt la structure, ainsi que le soutenait Grémas dès son article de 1966 intitulé « Structure et histoire ». De toutes les possibilités combinatoires qu'offre la structure, et encore une fois il s'agit de toutes les structures en leur agencement complexe, une seule configuration organisée de multiples structures de multiples niveaux. On songe inévitablement au roman de sémiofiction Structura Maxima, se réalise avec sa part d'aléatoire, d'inattendu, voire de dérives aberrantes qui tiennent essentiellement à la combinaison d'un jeu un peu libre, un peu desserré dans les structures mêmes et des apostrophes. Un jeu également, dans leur mise en intrigue, dans leur passage à l'énoncé. Constat en forme d'interrogation, quoi donc ne descend pas ? Les structures ne descendent pas dans la rue. Ce slogan en mai 1968 de la révolte étudiante est un de ceux qui ne s'exportent pas, car s'exportant ils perdent l'essentiel de leur sens, de leur sel, à l'inverse d'autres, tels que « ce n'est qu'un début » ou « prenez vos désirs pour des réalités ». Cette assertion peut ou doit, de même que l'être selon Aristote, s'entendre multiplement. Formellement, cela se présente comme un constat d'absence au moment de l'énonciation, mais il y a peu de chances que la visée du propos s'en tienne là, comme pourraient le faire d'autres constats d'absence, telle profération de « il pleut », ce que certains niais ou certains faussaires appellent l'information. Inscrire la phrase sur les murs de Paris ou sur les tableaux noirs de l'époque est un acte de signification qui implique comme intentio auctoris, et au moins oriente en ce sens l'intentio lectoris, bien plus que le constat, et met en jeu diverses modalités, diverses spectualités.
Est-ce déploration, est-ce indignation ou interdiction ou soulignement de l'évidence voire de la nécessité? Comment l'entendez-vous cette petite musique? Les structures ne sauraient descendre dans la rue, car la théorie ne fait pas et ne vaut pas la pratique, du fait de quelque impuissance congénitale. On n'est pas loin des mains propres de la morale kantienne qui hélas n'a pas de main selon Charles Péguy. Ce non-pouvoir-faire accable aux yeux des étudiants la neutralité supposée ou empiriquement vérifiée des théoriciens, à distinguer néanmoins de l'hostilité des mandarins de l'Ancien Monde. Les structures n'ont pas vocation à descendre dans la rue, chacun son ordre ou plan de pertinence, mais rien n'interdit aux concepteurs d'un monde lisible par ces structures, en gros les structuralistes, de manifester solidairement dans la rue, de participer à la lutte dans la ville. On pourrait même soutenir que tous les poussent à participer à l'élaboration du nouveau monde. La contradiction entre le pouvoir-faire, voire le devoir-faire des unes, ces structures qui représentent en leur domaine la modernité et même la révolte moderne contre les vieillards confits de la Sorbonne, et le ne pas vouloir faire des autres, ces quarantenaires ou cinquantenaires qui n'agissent pas en porteurs métonymiques et actifs de leurs propres valeurs, a de quoi indigner les étudiants. Ou encore, les structures ne doivent pas descendre dans la rue. Restez chez vous, braves structuralistes, on ne veut pas de vous, inaptes à faire la révolution que nous faisons nous les étudiants. Le ne pas pouvoir faire se renforce en devoir ne pas faire. Et ainsi de suite. Les structures ne pouvaient pas ne pas descendre et elles ne sont pas descendues, les structures savaient descendre et elles ne l'ont pas voulu, etc. Question: qui, dit-on, ne descendit pas? On ne cherchera pas l'énoncé original, dont chacun pour les anniversaires, semble voir prétend détenir la vérité. Il y a là autant, et plus même de variations que de villes réclamant l'honneur d'être le lieu de naissance d'Homère. L'énoncé fut-il d'abord oral? Fut-il d'emblée écrit? Le substantif sujet, et partant le verbe, fut-il singulier? Fut-il pluriel? Quant au verbe d'origine, était-il descendre ou défiler? Le lieu d'énonciation nanterrois ou sorbonnard? L'énonciateur, anonyme ou nominatif. Et dans ce cas, l'énoncé devra-t-il être nommé goldmanien, lacanien? Lacan l'aurait proposé pour en refuser la teneur, Catherine Bacquésien ou Roland Barthésien? Toutes ces possibilités se retrouvent sur Internet, je ne les invente pas. Cependant on admet le plus généralement la version écrite à la Sorbonne, mais dans les locaux dévolus à la 4e section de l'École des hautes études, donc un espace quasi privé, en tout cas au départ confidentiel, quoique ce fût un couloir en ces temps-là très fréquenté, y compris par les CRS. Oui, c'était le temps où pour cette raison même nous avions, selon un autre bon mot d'époque, les policiers les plus cultivés du monde. Et cet énoncé alors se présente sur le mode quadruple, un dialogue écrit en forme de datsibao affiché, où deux énoncés d'énonciation se répliquent. Barthes dit: les structures ne descendent pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.